Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le troisième module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. La cryptographie est certes un des fondements de la sécurité informatique, mais elle n'est pas la première technologie sécuritaire que rencontre un utilisateur. La première technologie sécuritaire à laquelle est confronté l'utilisateur d'un ordinateur est le mécanisme d'authentification destiné à vérifier son identité. Cette authentification peut se faire sur base de code PIN, un code numérique personnel, ou de mot de passe. C'est le sujet du présent clip. Le clip suivant envisagera l'authentification par biométrie ou par jeton témoin. Le sursuivant discutera alors du problème de l'identification des utilisateurs en général. L'authentification des utilisateurs est un des 6 mécanismes de défense mentionnés en introduction à ces clips sur la sécurité informatique. Elle permet aux ordinateurs de déterminer qui est à l'autre bout d'une ligne ou à l'origine d'une requête ou d'une action en cours. Pour comprendre cette technologie, il est important de distinguer authentification et identification. Chaque individu dans le monde peut être identifié au moyen d'un ou plusieurs attributs tels que nom, prénom, surnom, adresse, lieu, date de naissance, numéro de téléphone, email, etc., ou toute autre forme de matricule. Comment un ordinateur qui ne connaît a priori rien à de tels attributs peut-il identifier, c'est-à-dire nommer, désigner un utilisateur, sera discuté dans le clip sursuivant. Pour l'or, nous nous contenterons d'admettre que chaque utilisateur dispose d'au moins un identifiant qu'on appelle communément en anglais son User ID. De tels identifiants prennent souvent une forme telle que prénom.nom@organisme.com ou .ch. Pour des raisons de protection de la sphère privée sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement, il peut être préférable d'utiliser des identifiants tels que des pseudonymes sans rapport évident avec l'identité réelle de leurs utilisateurs. Authentifier un individu signifie le reconnaître en se convainquant de son identité. Dans le monde physique, cela signifie vérifier qu'il correspond bien aux attributs qu'on lui connaît, par exemple sa voix ou son visage, ou qui sont décrits sur une carte d'identité, un permis, un badge, etc. Dans le monde informatique, cela signifie vérifier qu'il correspond bien à son identifiant ou son User ID. Cette authentification peut se faire de 3 façons différentes et par ailleurs complémentaires. Un utilisateur peut être identifié par quelque chose qu'il sait, qu'il connaît, par exemple un code numérique personnel ou un mot de passe. Il peut aussi être identifié par quelque chose qu'il est, c'est-à-dire par exemple une empreinte biométrique, une empreinte digitale. Enfin, il peut être identifié par quelque chose qu'il possède, qu'il détient, un gadget tel une carte à puce. Nous nous attacherons dans le présent clip à la technique des numéros personnels et des mots de passe. Vu que ces numéros personnels et ces mots de passe doivent être saisis sur des terminaux ou postes de travail, une première précaution est de ne pas les afficher à l'écran et de cacher leur saisie au clavier en s'assurant autant que possible que personne ne regarde le clavier pendant la saisie, qu'aucune caméra ne l'espionne et, ce qui est moins évident, qu'aucun maliciel n'a infecté le terminal ou le poste de travail pour enregistrer les actions au clavier. Vu que ces codes personnels et mots de passe doivent être transmis à l'ordinateur qui les vérifie et stockés sur cet ordinateur pour lui permettre de les vérifier, une deuxième précaution consiste à les transmettre sous forme cryptée et les stocker tels quels sous forme cryptée dans des fichiers dont l'accès est interdit aux utilisateurs. De cette façon, ils n'apparaissent jamais en clair, ni sur le réseau, ni dans l'ordinateur. Pour empêcher des pirates informatiques de décrypter ces codes personnels ou mots de passe par cryptanalyse, on les crypte par hachage avec un algorithme irréversible, sans clé ni algorithme de décryptage. Pour compliquer une cryptanalyse, on pratique même le salage de ces codes personnels et mots de passe, c'est-à-dire qu'on augmente leur entropie en les concaténant avec des nombres aléatoires. La raison d'un tel salage sera expliquée plus loin dans ce clip.
Le gros désavantage des codes personnels et des mots de passe est que leurs propriétaires sont naturellement tentés de les noter pour ne pas les oublier, surtout s'ils en ont des dizaines, voire des centaines. Il est donc important de choisir des codes personnels ou des mots de passe faciles à mémoriser. Malheureusement, s'ils sont faciles à mémoriser, ils sont aussi faciles à deviner pour des pirates. Le tableau ci-contre illustre en quoi le choix de mots de passe est particulièrement délicat. Ce tableau donne à titre d'exemple les 500 mots de passe les plus fréquemment rencontrés en 2008 sur une série de systèmes sur lesquels 32 millions de mots de passe ont été soit analysés de façon légitime, soit carrément cassés par des pirates et révélés au grand public. Si certains de ces mots de passe sont de toute évidence de pauvres choix, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'autres semblent par contre a priori judicieusement choisis, par exemple les autres mots de passe entourés en rouge. En réalité, s'ils figurent parmi les 500 mots de passe les plus communs, c'est précisément parce qu'ils sont faciles à mémoriser et donc faciles à deviner. Alors pourquoi? Quelle est leur faiblesse? 1, 2, 3, 4, 5, 6 est tellement facile qu'il a été choisi par près de 300 000 utilisateurs inconscients sur les 32 millions. NCC 1701 ne disserte rien au commun des mortels, mais il y a manifestement beaucoup d'inconscients parmi les amateurs de Star Trek. THX 1138 ne dit pas plus au commun des mortels, mais il y a manifestement beaucoup d'inconscients parmi les cinéphiles. QAZWSX paraît insignifiant pour les novices du clavier, mais il y a manifestement beaucoup d'inconscients parmi les as du texto. Et OU 812 ou 867 5309 ne disent rien non plus aux amateurs de musique classique, mais il y a beaucoup d'inconscients parmi les fans de Van Halen et de Tommy Tutone. Le pire est que cette liste de 500 mots de passe les plus fréquents évolue peu dans le temps. Sur 10 millions de mots de passe analysés ou cassés en 2016, le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 était toujours utilisé par 17% des utilisateurs. 50% de tous les mots de passe étaient un des 25 mots de passe les plus fréquents et 4 des 10 mots de passe les plus fréquents n'avaient toujours que 6 caractères ou moins. Le risque des mots de passe faciles à deviner est qu'ils sont invariablement tirés de dictionnaires ou autres répertoires de mots populaires dans diverses cultures qui sont bien connus des pirates. Sachant que tant d'utilisateurs sont assez stupides pour y choisir leur mot de passe, ce sont en priorité les mots de ces dictionnaires et répertoires que les pirates utilisent quand ils essaient de deviner des mots de passe. C'est ce qu'on appelle des attaques au dictionnaire. Pour de telles attaques, les pirates se construisent des dictionnaires de mots de passe probables, à gauche sur la planche, des dictionnaires de langue naturelle bien entendu, de dialectes, d'argot, de noms propres, de combinaisons de chiffres, de touches de clavier, etc., écrits à l'endroit ou à l'envers, avec ou sans voyelles, en leet, qui remplace certains caractères par d'autres, voire Wikipédia pour la définition, toutes choses que ces pirates peuvent imaginer aussi facilement que les utilisateurs. Ensuite, ils hachent ces dictionnaires avec les algorithmes connus de hachage des mots de passe. Quand ils parviennent alors à mettre la main sur des mots de passe hachés, que ce soit en les capturant sur un réseau ou en volant les fichiers de mots de passe sur des ordinateurs, faute de pouvoir les décrypter, ils les attaquent avec leur dictionnaire haché. C'est-à-dire qu'ils comparent chaque mot de passe haché avec toutes les entrées dans leur dictionnaire. Tous les mots de passe hachés ne figurant pas dans leur dictionnaire résistent à ces attaques. Par contre, tout mot de passe haché correspondant à une entrée dans un des dictionnaires hachés livre immédiatement la version du mot de passe correspondant en texte clair. Le salage des mots de passe dont nous avons déjà parlé offre une parade partielle contre de telles attaques au dictionnaire. En ajoutant des nombres aléatoires aux mots de passe avant de les hacher, on accroît leur entropie, ce qui empêche les pirates de précalculer leur dictionnaire haché, les forçant ainsi à procéder au salage puis au hachage en temps réel. Malgré cela, les ordinateurs aux mains des pirates sont aujourd'hui tellement puissants qu'ils parviennent quand même à casser les mots de passe tirés de dictionnaires quelconques. Par exemple, lors d'une attaque qui a exposé 860 000 mots de passe en 2011, 10% des mots de passe ont été cassés en 4 heures 53 minutes et 6 secondes, malgré qu'ils eussent été salés avant hachage.
Devant une telle situation, comment choisir un mot de passe judicieusement? Le risque R qu'un pirate devine un mot de passe augmente avec la fréquence F des attaques et la durée de vie D du mot de passe, mais diminue bien entendu avec son entropie, qui n'est autre que la taille T de l'alphabet à la puissance M de la longueur du mot de passe choisi. Donc si on veut limiter ce risque à une chance sur 1 milliard, pour un mot de passe qui doit résister, disons, une centaine de jours à 100 attaques par jour, et utilise un alphabet de 62 caractères, soit 26 majuscules plus 26 minuscules plus 10 chiffres, on doit choisir un mot de passe de 8 caractères. On a donc tout intérêt à changer de mot de passe régulièrement, à utiliser des alphabets aussi variés que possible, y compris minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Et à limiter la fréquence des attaques, par exemple en coupant toute connexion après 3 échecs. Par ailleurs, il est vital de ne jamais jouer le password sloth, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le paresseux, qui utilise le même mot de passe sur différents systèmes, car si un pirate casse un mot de passe, par exemple sur Facebook, sa première priorité sera d'aller l'essayer sur le compte en banque du paresseux. Tout cela est très joli en théorie, mais comment faire en pratique quand chacun de nous a aujourd'hui des comptes sur des dizaines de systèmes qui requièrent autant de mots de passe différents, lesquels doivent en plus être changés régulièrement. Une technique résistante aux attaques, au dictionnaire, consiste à générer ces mots de passe algorithmiquement de façon qu'ils soient impossibles à deviner et pourtant faciles à retrouver et à changer régulièrement et sur chaque système sans jamais devoir les noter. Un exemple consiste à remplir une grille de mots croisés de largeur égale à la longueur du mot de passe désiré, par exemple 8 caractères, et de hauteur inversement proportionnelle à la fréquence de changement de mot de passe par an, par exemple 6 lignes pour un changement de mot de passe tous les 2 mois. On inscrit alors verticalement dans cette grille, dans un ordre quelconque et en mélangeant minuscules, majuscules et chiffres, un proverbe ou une phrase secrète personnelle en 4 colonnes. Un descriptif secret du système de destination en 2 colonnes et un descriptif secret de l'année concernée en 2 colonnes. Dans l'exemple ci-contre, la phrase secrète et immuable exprimerait par exemple quelque chose dans une langue étrangère à l'utilisateur, puis coderait secrètement l'EPFL comme système de destination, et de même pour l'année, 6 voyelles en litre puis l'année en chiffres romains. Chaque ligne de la grille donne alors le mot de passe pour la période de 2 mois de l'année concernée par le système destiné. Ainsi, -SKI N majuscule 3 yen I serait le mot de passe pour l'EPFL en novembre et décembre 2017. Si la technique peut paraître barbare de prime abord, elle devient vite un exercice mental trivial après quelques jours d'utilisation sur quelques systèmes différents. D'année en année et de système en système, les mêmes bribes de mots de passe se retrouvent avec seulement de mineures variations annuelles. Et pourtant, les mots de passe générés sont différents pour chaque système, changent tout le temps et sont totalement cryptiques pour qui ne dispose pas de la grille mentale. De toute façon, nous vous encourageons vivement à tester vos mots de passe sur un site tel que howsecureismypassword.net ou avec http://ofrac.sourceforge.net, qui est le fruit du travail du professeur Huxlin à l'EPFL.